On va parler de la Russie aujourd'hui. On remonte un peu plus loin. Et vous savez que la Russie, en fait, c'est pas trop de la Russie qu'on va parler, mais on va utiliser la Russie pour illustrer un certain phénomène qui se passe. Vous savez que les puissants là, bon, ceux qui se disent puissants, parce qu'au finish, quand on regarde bien, je ne pense pas que ce soit eux les puissants. Les puissants là, c'est moindre chose, ils veulent faire des sanctions aux pays qui veulent montrer un peu la tête, lever un peu la tête. On va parler des sanctions internationales, beaucoup plus le cas de la Russie. Est-ce que vous savez que la Russie porte sur lui seul, ou sur elle seule, 25 000 sanctions. 25 000 sanctions. 25 000 sanctions. Je ne sais pas si on a réussi à les... Comment on a fait pour les répertorier? Bon, telle chose, interdiction de faire tel 1, interdiction de 2. Je ne sais pas combien de temps ça a pu prendre pour compter et se rendre compte qu'il s'agissait de 25 000 sanctions. 25 000 sanctions sur un seul pays. Et les sanctions portent sur quoi? Oui, c'est quoi le but de ces sanctions? Vous savez, le but, c'est de fragiliser l'économie russe. Les premières sanctions ont été infligées en 2014 lors de l'invasion de la Crimée, quand la Russie a envahi la Crimée. C'est depuis là que les sanctions ont commencé à peser sur la Russie. Et de là à aujourd'hui, on compte 25 000 sanctions. Ces sanctions sont destinées à fragiliser, en fait c'est le but premier, fragiliser l'économie russe, j'en viens, de telle sorte que les Russes ne puissent même plus payer leurs fonctionnaires. Et si les Russes ne payent plus leurs fonctionnaires, ne payent plus les salariés, on peut peut-être envisager un soulèvement et la pression populaire. Et voilà, ça remonte au point où la population pèse et impose au gouvernement russe et à Vladimir Poutine, parce que quand on parle de gouvernement russe, c'est de Vladimir Poutine, parce que c'est pas un État tellement démocratique comme les autres. C'est pas péjoratif ce qu'on vient de dire. C'est un État qui tend vers l'autoritarisme, mais qui est très important, très intéressant, parce que Vladimir Poutine à lui seul contrôle presque toute la Russie. Même si il est entouré par des personnes très valables, très intelligentes, qui contribuent à sa gouvernance, il est quand même l'homme-providence, l'homme qui décide de tout. Donc, le but était de fragiliser l'économie et surtout d'empêcher que la monnaie puisse circuler facilement en passant par la Russie. C'est ça les sanctions. Vous savez, qu'est-ce que la Russie a fait pour cela? La Russie a tout simplement exigé, parce que vous savez que pour acheter à l'international, il faut avoir le dollar. Ça, c'est ce que les États-Unis ont fait depuis des années. On passe par un certain système qu'on appelle SWIFT, qui est une certaine communication entre les banques afin d'avoir le dollar. Donc, toute monnaie se convertit par le dollar. D'abord, voilà, avant que même si qu'est-ce qui va se passer, ça passe par le dollar. Donc, on a orienté les sanctions vers là. Bloquer la Russie, le dollar à la Russie. Donc, en bloquant le dollar à la Russie, on se disait que la Russie ne va plus donc faire du commerce à l'international. Sauf que, je vous explique, la Russie, premièrement, a commencé à exiger que désormais, tout produit acheté en Russie par les pays occidentaux soit acheté bon, au début, ils avaient dit en rouble. Le rouble, c'est la monnaie russe. Donc, ok, vous devez, pour venir ici, vous devez, acheter en Russie, vous allez venir avec le rouble. Ça, c'était pour compliquer aussi la tâche à ces gens-là. Parce que vous savez, la Russie importe le pétrole et le gaz, deuxième et troisième, respectivement, mondial. Donc, du coup, ces pays européens ne pouvaient pas se passer de la Russie. Donc, la Russie a dit, OK, comme vous le faites comme ça, vous aussi, désormais, nous, on vend nos produits en rouble. Donc, pas besoin de dollars. Vous venez chercher le rouble dans notre pays pour nous acheter ça là-bas. Ça fait donc monter la valeur du rouble aussi. Et puis, voilà, ça complique les choses. Mais les pays occidentaux qui ont censuré la Russie, ne pouvant pas se passer, étaient obligés de le faire. À un moment également, la Russie a commencé à exiger que ce soit acheté en dollars. En dollars, parce que quand on a besoin du dollar pour acheter, pour faire certains achats, mais ce n'était pas la meilleure méthode. Du coup, la Russie a exigé que ce soit en rouble. Et vous savez comment la Russie a procédé pour contourner cela, parce que ne pouvant pas avoir le dollar, la Russie est passée par les pays amis. Les pays amis, c'est
les pays comme la Chine, l'Inde, l'Israël, le Mexique, l'Arabie, l'Émirat arabe unis, et puis voilà, donc les pays qui n'ont pas sanctionné la Russie. Parce que ce n'est pas un pays comme les États-Unis qui se décide et dit les sanctions tout seul. Donc, il faut que les sanctions soient énumérées peut-être à l'ONU et que les pays ratifient, les pays s'alignent à ces sanctions-là. Si un pays comme le Burkina Faso, le Ghana, le Cameroun décide de ne pas suivre ces sanctions, alors la Russie continue de traiter avec ce pays-là de façon comme si rien ne s'était passé. Donc, c'est chaque pays qui décide de suivre les sanctions selon ses affinités et son appréhension de la Russie. Vous voyez que finalement, la Russie a trouvé un moyen palliatif et continue à gérer son flux entrée-sortie. Ceux que ça a mis en difficulté, c'est les Européens eux-mêmes. Parce que là, eux, ils doivent venir chercher obligatoirement le gaz et le pétrole et ils doivent s'aligner aux exigences russes. La réciprocité, finalement, c'est les Occidentaux qui en souffrent. La Russie est assise sur place et tout ce dont elle a besoin, le retrouve. Si elle a besoin du dollar, ça retrouve. Si elle a besoin du rouble, beaucoup de devises, ça retrouve. Voilà. Donc, il y a également, comme dans les sanctions, le but de la sanction, en fait, du dollar était beaucoup plus pour empêcher les importations de la Russie. Donc, ce n'était pas trop pour empêcher les exportations, parce que les exportations, vous ne pouvez pas empêcher la Russie d'exporter. Hein. C'est plus les importations, en espérant que, puisque la Russie importait, je prends un exemple, les armes, je sais pas, les puces électroniques, je sais pas, voilà, les deux là, ça fait que la Russie ne pourra plus les importer et donc la Russie ne pourra pas financer son armement de guerre pendant la guerre. Le but étant d'asphyxier la Russie et que la Russie devienne de plus en plus faible. D'ailleurs, il y avait le slogan des Occidentaux qui disait qu'ils vont asphyxier, ils vont mettre l'économie russe à terre. Ça, vous l'avez sûrement beaucoup entendu. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui a été fait parce que l'économie russe est plutôt montée en flèche avec plus de 3%. Avec plus de 3% de croissance. La première année, l'économie a chuté, oui. La première année, il faut qu'on note bien, l'économie russe a baissé. C'est d'ailleurs l'année sur les 10 dernières années précédentes où la Russie avait entraîné le taux de croissance le plus bas, avec moins de 2% de croissance. Donc, c'était une chute qui a fait que les Occidentaux se lèvent les cols et se lèvent les épaules. Mais directement, l'année qui suivait, l'économie russe a rattrapé même la perte de l'année précédente en montant à plus de 4,5 le taux de croissance. Et depuis lors, la croissance économique russe s'est stabilisée à plus de 3. Je dis bien depuis lors. Donc, vous voyez que 3% de croissance pour les États comme la Russie, pour les grands États comme ça, c'est énorme. C'est d'ailleurs dans ce même ordre que s'aligne l'économie, la croissance économique chinoise. Donc, vous voyez que c'est beaucoup. Depuis là, la Russie n'a jamais vu décroître son économie. Donc, ça va croissant et avec un très bon taux de croissance. Ça, c'est pour la Russie qui est censée être affaiblie avec les sanctions. Comment ça se passe? Les entreprises décident, il y a deux méthodes. Soit les États décident de reprendre, de sortir leurs entreprises, de faire sortir leurs entreprises de la Russie. Et là, on parle des grandes multinationales et ce serait le boycott provoqué. Donc, les États provoquent le boycott de certaines multinationales en Russie. Mais comment est-ce que Poutine a résolu ça? Bon, il y a aussi d'autres entreprises qui se retirent personnellement volontiers, comme les Nestlé, je pense bien à l'époque, qui se sont retirés et qui ont décidé de suivre la politique gouvernementale de boycotter la Russie. Ils se sont retirés. Et qu'est-ce que la Russie a fait? C'était même une très bonne chose parce que c'était des entreprises qui étaient concurrentes des entreprises locales. Une entreprise comme Nestlé qui se retire, du coup, le producteur de lait, des produits laitiers qui étaient russes, prend l'autonomie du marché et le monopole même du marché, et c'est plutôt une bonne chose parce que Nestlé en se retirant ne va pas empêcher que les Russes continuent à consommer du lait, sauf que il n'y aura plus que le producteur local. Donc ça fait que l'économie locale interne est plutôt rehaussée. La concurrence n'est plus forte puisque quand Nestlé vendait, les devises retournaient beaucoup plus en France. Donc tout ce qui fait les devises de la consommation laitière en Russie était maintenant russe. Ça c'est plutôt une bonne chose ou pas? Bonne interrogation. Vous voyez également Poutine qui avait encouragé les entreprises locales
à nationaliser les entreprises qui étaient étrangères, les multinationales. Donc, toutes les multinationales qui sortaient parce qu'ils se disaient suivre le boycott et tout, aujourd'hui même sont en train de supplier la Russie pour revenir. Mais non, la Russie a déjà nationalisé ces entreprises-là. Et puis, faire revenir ces multinationales serait ramener des gros concurrents à la maison pour les entreprises locales qui déjà contrôlaient déjà très bien le marché. Vous voyez que qui est en train de perdre dans ce cas? Point d'interrogation. Voilà ceux qui faisaient des sanctions, qui sont en train de revenir, supplier la Russie pour reprendre le marché, les relations commerciales avec la Russie. Mais la Russie n'en veut plus. Qui perd? Point d'interrogation. On a aussi les denrées vraiment essentielles pour la Russie et dont il ne peut pallier avec la création des entreprises russes. Quand les entreprises ressortent, voilà, il y a des denrées qui sont carrément importantes, primordiales et capitales pour la Russie. Et il faut que l'entreprise, que la Russie ait ce style d'entreprise. Je prends par exemple l'exemple de fabrication des drones. Si la Russie prenait les drones dans un pays comme, je veux dire quoi, bêtement, la Turquie, et puis la Turquie décide de boycotter la Russie. Et si la Russie se rend compte que ces drones sont importants et capitaux pour la guerre dont ils sont en train de mener, l'urgence est de créer une entreprise de fabrication de drones en Russie, ce qui accélère l'autonomie de la Russie même. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Ou bien, point d'interrogation. Donc, ce qui était censé être une sanction pour la Russie devient un boost pour la Russie. Et la Russie se retrouve aujourd'hui avec plusieurs secteurs maîtrisés localement. N'est-ce pas une très bonne chose pour la Russie? Point d'interrogation. Qui perd finalement? Point d'interrogation. Je vous rappelle que l'économie russe à elle seule a une croissance supérieure à l'économie de toute la zone de l'Union européenne dans les 8 dernières années. Est-ce que c'est difficile à comprendre ou c'est facile à comprendre? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ces sanctions russes, ces sanctions internationales, finalement, c'est quoi le but? Est-ce que ces sanctions amènent vraiment le pays sanctionné à baisser les bras, à baisser la garde? On connaît le Zimbabwe avec Robert Mugabe, l'ex-Robert Mugabe, qui avait eu, je ne sais pas également combien de sanctions parce qu'il était un peu délinquant, c'est ce qu'on disait, il faisait des choses qui n'allaient pas à l'avantage des chancelleries occidentales. Et puis Robert Mugabe, ça c'est parce qu'il avait repris les terres, c'est la même chose qui est en train de se passer en Afrique du Sud. Robert Mugabe, les Blancs étaient possédaient beaucoup de terres au Zimbabwe. Mugabe ne voulait pas ça. Du coup, il a fait le pas très rapidement. Et heureusement qu'il l'avait fait, parce que s'il était parti sans l'avoir fait, jusqu'aujourd'hui, cela perdurait. Il a pris de force. En Afrique du Sud, c'est même un peu orienté parce qu'on dit que les terres qui n'ont pas été cultivées et qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas été exploitées et qui n'ont pas de plan sur l'avenir seront reprises et entreront dans le domaine de l'État afin d'être redistribuées ou bien afin d'être utiles pour construire des infrastructures publiques et administratives. Ça, c'est très diplomatique, c'est même doux. Robert Mugabe récupérait de force. Il ne vous donne rien, il ne vous demande rien. Quand il arrive, il se rend compte que ça, c'est beaucoup. Il récupère tout. Il vous dit à partir d'aujourd'hui, voilà où vous allez rester, c'est votre terre. Le reste là appartient à l'État. Quelques temps après, il divise et il revend au noir. Ça, c'était la politique de Mugabe. Le monde entier s'est enflammé. On a les sanctions rapidement sur Mugabe. Tellement de sanctions. Mugabe, du roc qu'il était, il n'a pas flanché d'un seul. Voilà. Et puis, Mugabe est mort. Mugabe a gardé la tête jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Aujourd'hui, malgré tout, le Zimbabwe reste sous sanction. Le nouveau président respecte la même ligne et il continue le travail. Voilà. Le Zimbabwe n'est pas en train de mourir, le Zimbabwe se porte plutôt très bien. Ces sanctions-là, généralement, infligent des dommages à celui qui sanctionne. Allez regarder dans tous les autres cas de sanctions et vous allez voir que c'est le cas. Donc, si vous êtes citoyen d'un pays aujourd'hui et que l'Europe, ceux qui sanctionnent, qui pensent être les maîtres, se mettent à vous sanctionner, n'ayez pas peur car on est en train de vous booster. C'est ça qu'il faut, voilà. La Russie est troisième troisième producteur dans le monde du pétrole et deuxième producteur dans le monde du gaz. Et ça, c'est l'une des choses qui fait que la Russie ne court pas, la Russie n'a pas besoin, c'est vous qui avez besoin de la Russie. Je n'ai pas dit deuxième produit en Europe, deuxième producteur en Europe,
producteurs dans le monde. C'est-à-dire quoi? Si vous décidez que vous allez aller voir le premier et le deuxième, lui, le troisième en pétrole. Si vous allez voir, et c'est même ce que les Occidentaux ont fait, sauf que le premier producteur, je crois, c'est l'Arabie Saoudite ou quoi, et le deuxième, les États-Unis, quelque chose comme ça. En fait, les États-Unis, à eux seuls, consomment tout leur pétrole. Et ils en veulent même encore, puisqu'ils s'en vont prendre à l'Arabie Saoudite et tout. Mais quand seulement les États-Unis prennent tout leur pétrole et l'Arabie Saoudite une partie, le quelques pourcentage qui reste à l'Arabie Saoudite ne peut pas suffire à toute l'Europe. Donc l'Europe a besoin de pétrole. Même en allant piller le pétrole africain, ça ne suffit pas. Il faut venir voir la Russie, que vous avez sanctionné. Je rappelle que dans les sanctions, il y a plus d'une centaine de banques russes qui ont été coupées du dollar, du système SWIFT. Hein? Mais on n'a pas... Non, il y a plus d'une centaine de banques russes affiliées au système SWIFT, mais qui n'ont vu qu'une trentaine coupé du système SWIFT. Donc, on a laissé quand même une 70 comme ça là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas couper totalement puisque l'Europe aura toujours besoin du pétrole russe. Et pour traiter, il va falloir convertir, passer par le système SWIFT. Donc, eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Les sanctions, est-ce que ça permet de sanctionner? Ça permet de booster? Point d'interrogation. Selon nous, les sanctions permettent de booster. Et je pense que même à l'école, même dans la vie, quand vous êtes sanctionné, la sanction n'a pas qu'un but de punition. Non, ou d'asphyxie, non. La sanction a aussi un but de boost. Hein, quand on vous sanctionne, même quand on vous donne une peine en prison, les peines ont aussi la capacité à moraliser et à conscientiser. Hein, et faire en sorte que la personne prenne conscience et échange. La Russie a pris ça comme un challenge et aujourd'hui, la Russie s'est mise au travail. La Russie aujourd'hui n'a même pas baissé un peu. Malgré la guerre de plusieurs années, la Russie, au contraire, voit son économie croissante. À bientôt.